Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui se sont déjà connectés à notre nouvelle conférence, nouvelle webconférence qui a trait aujourd'hui à des enjeux, bien évidemment, dont on parle quand même depuis plusieurs années, mais qui commencent à prendre une place de plus en plus importante dans nos environnements d'audit et de risque. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Voilà, donc vous serez quelques-uns ce soir à nous écouter. Il y aura aussi possibilité d'avoir un replay après qui vous permettra voilà, de réentendre éventuellement les propos de nos deux invités, Laurent Philippe et Charles Bas, que je laisserai bien évidemment présenter ultérieurement. Alors, je me permets de rappeler en quelques mots l'AFGES, donc qui est ravi de vous inviter aujourd'hui à cette conférence. Donc l'AFGES est un organisme spécialisé dans le domaine de la banque et de l'assurance. On est implanté dans quelques pays et surtout avec un rayonnement sur un certain nombre de pays et donc un certain nombre d'enjeux, tant réglementaires qu'en termes de risques. L'AFGES, c'est différentes thématiques qui vont des enjeux comptables, contrôle de gestion, aux enjeux de gouvernance, risques, marché, traitement des opérations. Bref, on couvre globalement l'ensemble du panel des opérations du monde des établissements financiers, qu'il s'agisse de grands groupes bancaires ou assurantiels ou qu'il s'agisse de structures plus petites de type FinTech. Au programme de ce live d'une heure, donc pour ceux qui ont déjà suivi quelques webconférences, vous savez qu'on est attaché quand même à respecter les horaires. Un programme assez chargé qui n'a pas la prétention, bien évidemment, de tout aborder en une heure. Je laisserai le soin à nos interlocuteurs de pouvoir néanmoins aller le plus en détail possible, mais qui aura le mérite de dresser en une heure les principaux enjeux de l'IA dans un premier temps et également des enjeux de blockchain. En effet, toutes ces évolutions technologiques amènent un certain nombre de vocabulaires et derrière ce vocabulaire, il est important de préciser un petit peu ce qu'on entend derrière ces concepts, à la fois tant de l'IA que des concepts de blockchain, sachant que ces deux sujets, j'ai envie de dire, n'ont presque rien à voir. D'ailleurs, Laurent Philippe, qui interviendra, m'a dit c'est un sacré grand écart qu'on va essayer de faire. Mais néanmoins, il y a quelques similitudes, ne serait-ce que parce que ce sont des nouvelles technologies, qu'il peut y avoir aussi parfois des incompréhensions un peu dans le rôle de ces technologies. Et surtout, on va le voir, ces deux technologies peuvent nous apporter justement en matière de dispositifs de maîtrise des risques et de contrôle. Donc, au cours de cette heure ensemble, on va essayer donc d'aborder ces différentes thématiques, de voir un petit peu les défis qui se posent, défis qui sont tels que, bien évidemment, à un moment donné, on est obligé de réguler, d'où l'enjeu de la réglementation, notamment de l'EI Act qui va arriver. Et on verra à la fois que ça va être une opportunité et, comme vous le savez, comme tout risque, ça a aussi sa part de risque que nous aborderons rapidement en guise de conclusion. Voilà, alors sans plus attendre, pour rentrer bien évidemment dans le vif du sujet, nous allons démarrer, sachant que nous vous rappelons les règles du jeu. Le chat est là pour vous. Le chat est là pour poser tous les types de questions, bien évidemment, qui vous semblent pertinentes, ou des commentaires, ou des remarques, des interrogations, etc. On essaiera bien évidemment de répondre à la plupart des questions. Pas sûr qu'en une heure on tienne à pouvoir y répondre à toutes ces questions, mais vous aurez bien évidemment nos interlocuteurs qui se feront un plaisir éventuellement en off de pouvoir y répondre. Donc, alors, bien évidemment, avant de démarrer le sujet, situons bien évidemment le cadre, le contexte, et je vais laisser Laurent Philippe, d'une part, se présenter, et puis pouvoir nous présenter un petit peu les concepts que nous allons évoquer pendant cette heure. Laurent, je te laisse la parole et également de te présenter en deux mots par rapport à ta fonction. Okay.
Merci beaucoup Béatrice. Eh bien, d'abord, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et de pouvoir passer 1 heure pour parler de ces sujets effectivement de transformation passionnants. En quelques mots, effectivement, moi je suis directeur technique de Boost Aerospace, qui est une petite entreprise qui aujourd'hui est dans la digitalisation de la supply chain aéronautique, mais j'interviens essentiellement ce soir avec vous tous et toutes. Parce que j'ai passé plusieurs années au sein de la Société Générale et notamment les 5 dernières années à monter le Data Lab de l'Inspection Générale de la Société Générale, dans lequel j'ai eu largement l'occasion de traiter de data science, d'IA, on y reviendra avec Charles, et puis également de quelques sujets encore novateurs qui étaient la blockchain, parce que voilà, comme toute banque, c'est aussi un sujet sur lequel on regardait assidûment en tant qu'auditeur et donc en tant que gestion du risque et couverture du risque. Et donc voilà, c'est avec cette casquette-là, et puis voilà, ce que je continue de faire aujourd'hui dans un monde qui est un petit peu différent que celui de l'aéronautique, que je me propose de vous parler ce soir. Et donc effectivement, comme le disait Béatrice, alors elle l'a dit en introduction, c'était effectivement intéressant parce que on peut parler de transformation numérique et donc on va parler d'IA, de data science, etc. On va parler de blockchain et donc de technologies en fait assez différentes, mais comme elle l'a très très bien rappelé, le point commun, c'est la transformation numérique entre ces deux sujets. Et alors, on peut commencer déjà par essayer de recontextualiser un petit peu tout ça. Rassurez-vous, j'ai essayé de me dire, on va reprendre un petit peu de recul et on va reprendre un peu d'historique. C'est pas un cours d'histoire, je vais pas repartir de la première révolution industrielle et l'apparition de la machine à vapeur. Je voulais juste remettre les choses un petit peu en perspective et se dire, OK, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la 4e révolution numérique, la 4e révolution industrielle, qui est donc la révolution avec les nouvelles technologies, etc. Mais au sein même de cette révolution qui est un cours, hein, on est loin d'en avoir terminé avec celle-ci, en fait, il y a plusieurs timings au sein de cette révolution-là. Et j'en suis certain, pour la plupart d'entre vous, vous avez largement déjà eu l'occasion d'entendre parler de data, largement eu l'occasion d'entendre parler d'IA et voire même de l'utiliser au quotidien, de voir commencer à avoir des usages dans vos métiers de contrôleurs, d'auditeurs, etc. au quotidien. Mais en fait, on voit qu'il y a d'autres sujets qui vont arriver. Il y a tous les sujets qui vont nous intéresser aussi ce soir en seconde partie autour de la blockchain, que j'ai regroupé dans la petite flèche qu'on peut voir sur ce slide autour du sujet Web3, des sujets dans lesquels on retrouve aussi le métavers, ce genre de sujet-là. Et en fait, les maturités sont quand même très diverses. Aujourd'hui, la data, même l'IA, c'est des choses dont on entend parler depuis des décennies, en fait. C'est là, et ça fait partie du métier de contrôleur et de gestionnaire de risque depuis un long moment. La blockchain, c'est quelque chose qui apparaît depuis un peu plus récemment, même si c'est un concept qui existe depuis 2008, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis demain, qui sait, il y a d'autres choses qui vont intégrer dans cette révolution. On pourrait même faire des paris sur quelle sera la 5e révolution industrielle. Je serais ravi de le faire et de parler, par exemple, de quantique. Ce ne sera pas le sujet ce soir. Mais néanmoins, voilà, c'est vraiment pour se dire que les maturités sont diverses. On avance sur ce chemin-là de la transformation numérique. Mais c'est pour ça qu'on parle plus en détail de l'IA et on peut commencer à parler de traçabilité à travers la blockchain et ainsi de suite. Donc voilà, c'était pour recontextualiser un petit peu les choses. Et je passe du coup la main à Charles qui va pouvoir commencer à vous parler d'IA et d'analyse de données. Merci bien Laurent pour cette présentation du cadre. Je pense que quand on en sera au quantique, peut-être qu'on aura ton avatar pour le présenter, je ne sais pas, voilà, par rapport à ça. Et puis quand je vois marqué Web 3, je me dis j'ai dû rater Web 1 et Web 2, mais voilà, c'est comme BAL 3, BAL 2, BAL 1. Mais donc voilà, donc on est déjà effectivement Web 3 et puis bientôt Web 4. Donc en chair et en os, on va laisser Charles, tout à fait, on va profiter d'avoir des vraies personnes en face de nous pour nous présenter du coup un petit peu plus spécifiquement les enjeux de l'IA. Et en fait, dans cette heure, nous terminerons dans une dernière partie par revenir un petit peu sur ces enjeux de blockchain. Mais abordons d'abord l'IA et Charles, à toi et notamment, je te laisse te présenter. Merci Béatrice et merci Laurent également. Donc moi je suis Charles Bas, donc je suis banquier, donc je travaille aujourd'hui chez BNP Paribas au sein de l'inspection générale, comme Laurent, et j'ai la charge du pôle Data Analytics au sein de l'inspection générale France, voilà, et ainsi que les filiales. Mon rôle, c'est d'accompagner vraiment des auditeurs lors des missions grâce à la data, et de plus en plus on y arrive grâce à l'inspection, à l'intelligence artificielle plutôt.
Voilà, donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre tout au long de l'intervention. Voilà. Je peux commencer. Avant de commencer, je voulais vous faire une petite définition, un petit cours assez théorique sur ce qu'est l'intelligence artificielle, hein, parce que on en parle de plus en plus. Je sais que là, il y a un boom depuis 2 ans du fait de ChatGPT, donc c'est arrivé dans tous les foyers et tout le monde en parle. Pour expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique. Et comme son nom l'indique, il y a le mot intelligence dedans. L'objectif, c'est que la machine, l'ordinateur, puisse reproduire le comportement humain. Voilà, c'est pas nouveau. Après, j'ai prévu un peu d'histoire de l'intelligence artificielle. Ça fait plusieurs années que ça existe, mais globalement, aujourd'hui, on en parle de plus en plus parce que c'est développé ces dernières années l'intelligence artificielle générative. C'est ChatGPT, c'est le fait de pouvoir poser des questions à une intelligence artificielle et qu'elle vous réponde de façon fluide sans même savoir si c'est une personne ou un ordinateur qui vous a répondu. Il y a énormément d'applications de l'intelligence artificielle que vous utilisez vous-même depuis des années. Ça va être, bon, je vais pas vous faire un cours trop théorique, le machine learning, le deep learning, c'est vraiment des types d'utilisation. Il y a ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Donc, c'est un exemple que certains peuvent avoir dans vos foyers, c'est Siri. Qu'on a sur notre iPhone, c'est Alexa, c'est les Google Home. Vous lui parlez, il comprend et il vous répond. Voilà. Moi, ma fille me dit parfois qu'elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans la machine et qui lui parle. C'est pas le cas, mais c'est vraiment ce qu'on appelle le traitement du langage naturel ou NLP qui a été développé à ce niveau-là. Il y a la génération d'images, la lecture d'images et également sur le sujet qui nous intéresse, à savoir l'audit interne notamment. On a de plus en plus ce traitement de gros volumes de données. Voilà, on génère aujourd'hui de la donnée en permanence. On parle souvent des GAFA notamment, qui, tout le monde dit, elles traitent nos données, elles nous piquent nos données et elles font beaucoup de choses. Mais c'est important de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai aussi voulu aborder un peu ce sujet des algorithmes, parce que on entend souvent que c'est la faute des algorithmes, tout est la faute des algorithmes, et qu'aujourd'hui, on est contrôlé ou on est géré par des algorithmes. C'est important également de comprendre c'est quoi un algorithme. Un algorithme, si vous voulez, c'est très simple, c'est une série d'instructions, étape par étape, qui décide, qui va effectuer une tâche précise. C'est pas nouveau, donc si on fait un peu de spéléologie, l'algorithme, ça date du 9e siècle, hein, donc on est quand même très ancien, et c'était un mathématicien qui s'appelait Al-Khwarizmi, qui a été aujourd'hui, son nom est latinisé pour en faire ce qu'on appelle l'algorithme et également l'algèbre. Donc c'est vraiment ça qui a été à l'origine des mathématiques, à l'origine de l'algèbre, et c'est aujourd'hui les algorithmes qui nous suivent. Voilà. Donc pourquoi je voulais vous dire ça pour cette introduction, c'est simplement que c'est important de comprendre que tout ce qu'on va dire sur l'intelligence artificielle, ça reste des étapes, une série d'instructions qui ont été décidées par des êtres humains, vous et moi, et ce n'est pas l'ordinateur qui devient fou et qui prend un peu ses aises. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, c'est important de le cadrer et de comprendre que l'intelligence artificielle et tout ce qu'on pourra dire avec Laurent aujourd'hui, c'est basé sur des mathématiques, c'est basé sur des choses qui sont très normées. Et c'est pas simplement, les machines qui contrôlent le monde. Voilà. C'était une petite introduction, mais je trouvais ça important. Alors, merci Charles, parce que du coup tu nous rassures un peu. J'essaye. Je me demandais, est-ce qu'on va vers un auditeur augmenté ou un auditeur dépassé, mais pour l'instant, on va plutôt vers un auditeur augmenté. Plutôt augmenté, oui. Voilà. Donc, du coup, on va te laisser nous dire comment, quels sont effectivement, qu'est-ce qui va, dans l'évolution de l'IA, nous permettre d'avoir ce niveau d'augmentation. Voilà. En précisant les différentes étapes. Exactement. Pour revenir rapidement sur l'intelligence artificielle, comme Laurent le disait, c'est sans remonter à l'époque industrielle, ça fait quand même quelques années qu'on en parle.
je vous ai mis les différentes grosses étapes. Hein. Si on regarde, l'intelligence artificielle, ça remonte à la fin de la guerre. Donc, on est à peu près aux années 1943, 1950, 55. C'est là où les premiers chercheurs commencent à travailler sur ce qu'on appelle des neurones artificiels. Donc, rappelez-vous, l'objectif, c'est d'imiter le raisonnement humain. Donc, pour imiter le raisonnement humain, il faut, on va parler de neurones. Bien sûr, c'est pas les mêmes neurones qu'on a, mais c'était un peu l'idée. Donc, le gros point, et c'est quelqu'un que je trouve important d'aborder dans ce point-là, dans ce sujet-là, c'est Alan Turing. Alan Turing, c'est un mathématicien, pour ceux qui ne le connaissent pas, et crypto-analyste, qui a beaucoup œuvré lors de la Seconde Guerre mondiale, hein, qui est un Anglais, et qui, lui, donc, si on passe la Seconde Guerre mondiale, qui a travaillé pour résoudre de la crypto-analyse et résoudre des messages de la machine Enigma qu'utilisaient les nazis. Et après ça, il est allé se consacrer à ce qu'il aimait, c'était les mathématiques. Et Alan Turing, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un peu l'inventeur de l'informatique ou de l'intelligence artificielle comme on la connaît. Alan Turing, il a créé ce qu'on appelle le test de Turing. Le test de Turing, pour le faire très rapidement, c'est, à l'époque, il voulait savoir si l'ordinateur avait une conscience. Donc, on mettait une personne derrière une porte, elle posait la question c'était un peu ancien, hein, donc c'était les années 50, avec un papier, et elle posait des questions à quelqu'un. En face, il recevait des réponses, et au bout de quelques questions, on devait deviner est-ce qu'on s'adresse à un être humain ou est-ce qu'on s'adresse à un robot. L'idée, c'était de savoir est-ce qu'aujourd'hui, on va arriver à un niveau où l'ordinateur pense ou écrit et arrive à tromper l'être humain. Si je vous dis ça, c'est les années 1950. Aujourd'hui, quand je vous ai parlé de ChatGPT, vous voyez ce que ChatGPT peut faire, et aujourd'hui, on a du mal à savoir est-ce que c'est une personne qui a écrit, et les professeurs s'arrachent un peu les cheveux pour savoir si c'est l'élève qui a rédigé ou si c'est l'intelligence artificielle. Ça veut dire que Alan Turing, on est quand même arrivé à ce qu'il souhaitait faire, montrer que l'ordinateur pouvait remplacer ou pouvait écrire comme un être humain. Ça, c'était vraiment l'étape, la naissance de l'intelligence artificielle. Je passe après rapidement, il y a eu un gros développement de l'intelligence artificielle entre deux blocs, qui vont être le bloc américain et le bloc soviétique. Il n'y a pas de surprise. Pourquoi ça a été un peu ces deux blocs qui sont beaucoup affrontés à l'époque? C'était la guerre froide. Donc, si on fait un peu d'histoire, à la base, les premiers tests pour voir si l'ordinateur pouvait battre l'humain, c'est les Américains qui, après avoir perdu beaucoup de parties d'échecs du fait par les Russes, ont voulu développer dans les années 60 un robot qui permettait de battre aux échecs n'importe qui, les meilleurs champions. Ça remonte à 1960. Pour la faire courte, c'est en 1990, dans les années 90, qu'un robot a réussi à battre Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs. Mais tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est réfléchir à comment l'échec, c'est un jeu qui comporte des millions de combinaisons, comment l'ordinateur pouvait réussir à atteindre le niveau, voire même dépasser le niveau humain. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a eu. Donc, ça a suivi un peu la guerre froide. Et depuis les années 90 ou 2000, on a un boom un peu de l'intelligence artificielle grand public. Quand on dit grand public, je vous ai parlé de Siri, je vous ai parlé on a parlé du quotidien. Par exemple, on a des robots aspirateurs aujourd'hui à la maison. On a même Netflix, hein, je parle de cas de Netflix. Tout ça, ça utilise de l'intelligence artificielle. Ça utilise des algorithmes d'intelligence artificielle. Et enfin, depuis maintenant 2 ans, ChatGPT est arrivé, ça va encore plus loin, ça va plus vite. Et Laurent parlait de la future génération. On y arrive vraiment de plus en plus. Et la banque, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, la banque n'a pas chômé pendant tout ce temps. La banque s'est adaptée systématiquement. Ça va de la naissance des distributeurs automatiques, de l'utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien dans nos activités, à savoir dans les activités classiques de financement, de crédit, de scoring de crédit. Hein. Donc, pour décider si on finance ou pas un collaborateur ou un client, on va regarder un peu ce que font ce que nous donnent les algorithmes, ce que nous donne le scoring. Et tout ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Voilà. Aujourd'hui, on continue à s'adapter. On arrive à faire ce qu'on appelle des analyses prédictives. On y reviendra un peu plus tard avec Laurent. L'analyse prédictive, c'est prendre tout ce qui s'est passé, et on a beaucoup de données pour ça, et à partir de là, faire des modèles justement pour prédire ce qui va arriver. Voilà. Sur un exemple très basique, si on regarde les crédits à la consommation ou les crédits immobiliers,
Aujourd'hui, on a un petit historique du nombre de personnes qui ont emprunté pendant des années avec plein de critères différents. En modélisant tout ça, on arrive, ce ne sera pas une science exacte toujours, mais on arrive justement à prédire quel est le risque qu'un client fasse défaut à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, parce qu'on a eu cette habitude-là, et l'intelligence artificielle va nous aider justement à s'adapter et à pouvoir cibler mieux à qui on fait du crédit. Je vais y revenir après, il y a quand même des limites à cet outil, mais c'est quelque chose qui est quand même assez puissant et qui nous a beaucoup avancé dans nos travaux. Voilà, merci. Je pense que je vais rester là pour pas faire trop long quand même. Voilà, non, mais merci Charles. Tu vois, je pensais pas qu'on avait autant à dire dans l'histoire de l'IA que ce qu'on aura à écrire demain. Mais je vois qu'effectivement le sujet a une profondeur intéressante. Du coup, maintenant, effectivement, l'idée, on mélange un petit peu souvent IA, data analysis, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu mieux quand même les différences? Qu'est-ce qu'on utilise principalement aujourd'hui, notamment dans les établissements bancaires, et vers quel type d'utilisation on va aller de plus en plus demain, avec bien évidemment de plus en plus d'opportunités technologiques. Oui. Effectivement, il y a 2 métiers, hein, c'est vraiment les 2 qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est le data analyst et le data scientist. C'est vraiment deux métiers où beaucoup d'étudiants en plus se forment un peu à ça aujourd'hui, hein, puisque les étudiants en data aujourd'hui se forment de plus en plus parce que tout le monde en parle et que ça a le vent en poupe. Moi, je disais au départ, je suis responsable du pôle data analytics. Ce qu'on fait beaucoup, ce qu'on a beaucoup fait, c'est de la data analyse. Donc, c'est sur la partie gauche. La data analyse, ça va être, c'est ce que je disais, c'est de l'analyse descriptive. On a beaucoup de données, notamment de données bancaires. On va chercher la donnée, parce que déjà, c'est un point important, c'est trouver la donnée, s'assurer que la donnée soit fiable. Et à partir de là, on va expliquer ce qui s'est passé. Voilà, vous avez beaucoup de données, vous reprenez, parfois on a des millions de clients, donc c'est des données sur des millions de clients, et à partir de là, on regarde comment cela se comporte. Voilà, c'est pour ça que je disais, les outils importants, ça va être du SQL, hein, c'est du requêtage, et des outils de data analytics. En outils de data analytics, aujourd'hui, c'est les plus connus, hein, il y en a beaucoup d'autres, hein, je veux froisser personne, c'est Tableau, qui existe depuis quelques années, et Power BI, qui est en train d'accélérer ces dernières années, parce que Power BI, ça appartient à Microsoft. Donc, Microsoft a compris également l'enjeu d'aller analyser des données, et de gros volumes de données également. Donc, c'est vraiment des outils pour analyser et pour observer qu'est-ce qui s'est passé. Ce que je disais, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit, et à partir de là, bien sûr, il y a le dernier outil de data visualisation, parce que on parle de data, nous on est peut-être trop technique, il faut quand même s'adresser à un public et les gens aujourd'hui aiment voir des images, aiment voir des schémas et des beaux graphiques. Donc ça aussi c'est important. On a des données, on a des gros fichiers Excel au départ, on les analyse, on ressort vraiment la substance et à partir de là, on en fait de la data visualisation pour justement montrer quels sont les points les plus saillants. Voilà, c'est des tableaux de bord, c'est ce qu'on appelle des dashboards qu'on fait beaucoup. Ça c'est le rôle du data analyst. De plus en plus, on a maintenant, ce que je vous disais, c'est l'analyse prédictive. Là, c'est le data scientist. Le data scientist va avoir les compétences qu'aura le data analyst, hein, parce qu'il travaille également avec de la donnée. Mais lui, à partir de là, il va de plus en plus utiliser de l'intelligence artificielle, le Python, et il va justement essayer de modéliser le futur. Je dis le futur, hein, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. On ne peut pas toujours modéliser le futur, mais il va voir comment les choses se comportent, et à partir de là, il va pouvoir faire un modèle prédictif pour les prochaines années. L'exemple que je donnais avant sur les crédits, c'est quelque chose que les data scientists ont calculé. Voilà, c'est bien sûr, c'est de se dire, sur 100 clients, on sait que si on prête de l'argent à tant de clients, on aura un taux de perte de casse très très bas. Parce qu'on a analysé des schémas, on a analysé des choses, et on sait, par exemple, je vais dire des choses qui ne sont pas forcément réalistes, mais parfois, on sait qu'un secteur d'activité, malheureusement, perd beaucoup d'emplois. Et on peut se dire, grâce à la data science, si je prête à quelqu'un qui travaille dans ce secteur d'activité, potentiellement, est-ce qu'il a autant de chances de me rembourser que celui qui est fonctionnaire? Voilà.
C'est pas, c'est pas aussi simple que ça, mais je simplifie. Donc ça, c'est de l'analyse prédictive. L'analyse prédictive, c'est vraiment qu'est-ce qui va pouvoir se passer et quelle est la meilleure action qu'on pourrait prendre. Et on est vraiment sur les deux travaillent ensemble. Hein. Dans mon équipe, j'ai des data scientists qui sont là justement pour nous aider, grâce aux données qu'on a analysées et qu'on a traitées, à voir comment on peut déjà, quelles sont les utilisations qu'on peut faire et qu'on peut tirer des conclusions qu'on n'aurait pas pu faire juste en analysant les données. Et ça, je vais en parler juste après, mais ça, dans l'audit, c'est quelque chose qui est de plus en plus puissant et qui nous aide en plus à traiter de gros volumes de données. Donc voilà aujourd'hui les deux différences entre la data analyse et la data science. Merci Charles, c'est éminemment clair. Voilà, je me demande juste si avec l'analyse prédictive, tu pourrais nous prédire le résultat des élections législatives. Mais on va rester un peu dans notre sujet et je vais surtout te demander, et je laisserai Laurent aussi compléter, de savoir concrètement, du coup, dans le domaine de l'audit interne, quelles sont les utilisations que tu peux voir par rapport à ton expérience de l'intelligence artificielle, mettons de côté quelque part le data analysis. Oui. Dans le domaine dans l'audit interne déjà, pour expliquer pour ceux qui ne sauraient pas exactement, l'objectif c'est d'aller voir est-ce que les différentes entités de la banque respectent les procédures. Quand on dit les procédures, il y a la procédure, le premier niveau de procédure c'est la loi. Donc à ce niveau-là, il faut que tout le monde respecte la loi. Puis il est possible qu'un établissement bancaire ou un assureur décide d'appliquer des procédures plus contraignantes que ce que dit la loi. On a le droit, c'est possible, mais nous, à la base, on va vérifier est-ce que tout le monde respecte les procédures. Donc, quand les auditeurs arrivent dans une entité, ils vont regarder ce que dit la loi et ils vont regarder maintenant comment le dispositif est mis en place. À partir de là, première chose qu'il faut faire dans ce travail d'analyse, c'est récupérer les données, récupérer la data, la source qui va nous permettre de travailler. Je prends un exemple très basique, hein, sans rentrer, quand on parle d'analyse de gros volumes de données. Je vais prendre un exemple qui est fréquent pour toutes les banques et peut-être que tout le monde y a été confronté, c'est le crédit immobilier. Aujourd'hui, au niveau du crédit immobilier, la loi, la Banque de France indique que pour faire les banques n'ont pas le droit de dépasser le taux d'endettement d'un client à plus de 35%. Ça, c'est ce que dit la loi. Personne, on peut pas, les banques là pour le coup peuvent pas décider d'être plus généreuses ou autres. C'est ce que dit la loi. Nous, quand on arrive, ce qui se passait à l'époque avant que la data et l'intelligence artificielle se développent, on prenait simplement quelques dossiers. Les auditeurs analysaient peut-être 200, 300 dossiers. On vérifiait si c'était respecté mais ça restait un très petit scope par rapport au nombre de crédits immobiliers qu'on fait sur une année. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et la data, on va pouvoir, dans un premier temps, analyser de gros volumes de données. On peut demander en même temps de prendre tous les crédits immobiliers faits sur une année, surtout à l'échelle de la France. Donc déjà, ça représente quelques centaines de milliers, voire quelques millions de dossiers. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà très puissantes. Un premier outil d'intelligence artificielle, c'est ça. À partir de là, une fois qu'on a ça, bien sûr, maintenant, on peut analyser tous les crédits immobiliers de la France. L'intelligence artificielle va nous permettre de faire quoi? Va nous permettre de détecter ce qu'on appelle les outliers, c'est-à-dire les comportements anormaux. Et à partir de ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Je prends un exemple totalement fictif. On pourrait se dire, bah tiens, on se rend compte qu'en Bretagne, ils font beaucoup de crédits à 35%. Exactement, 35,1. Ça, moi, j'aurais pas pu le voir. La data de base n'aurait pas pu le voir. L'outil informatique va pouvoir dire, bah tiens, moi, je vois des schémas anormaux dans telle région, et à partir de là, on va pouvoir, et c'est pour ça, je vois la question un peu dans le chat, quelqu'un qui demandait par rapport à l'emploi, on ne supprimera pas d'auditeurs. Les auditeurs sont encore plus améliorés ou augmentés parce que l'auditeur, on va lui dire, bah tiens, j'aimerais bien que tu ailles regarder sur la Bretagne parce qu'on se rend compte qu'ici, il y a des choses qui nous semblent assez étonnantes. Et lui, il faut bien sûr qu'il y ait une vision humaine. L'informatique ou l'ordinateur est là pour mettre le doigt quelque part, mais c'est bien sûr l'humain qui va pouvoir analyser, regarder et à la fin dire à l'ordinateur « Ok, tu avais raison, c'était un chaos » ou « Non, c'était ce qu'on appelle un faux hit ». C'est « Tu pensais que c'était faux, mais je vais t'expliquer pourquoi ça s'explique ». Et à partir de là, on dit que les ordinateurs apprennent. Je ne sais pas si on m'entend.
on dit que les ordinateurs apprennent, mais l'ordinateur apprend pas, mais il va s'enrichir de ça pour justement la prochaine fois ne pas ressortir la même chose. Ça, c'est une analyse qu'on fait de plus en plus et ça nous permet d'aller vraiment beaucoup plus loin. À côté de ça, on va l'utiliser également dans ce qu'on appelle la détection de fraude. On doit s'assurer aujourd'hui que les clients ne sont pas des fraudeurs ou qu'on n'ait pas du blanchiment ou du financement du terrorisme. Ça aussi, c'est des choses où c'est une obligation pour la banque. C'est quelque chose qui est très surveillé par les régulateurs. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous permet d'aller analyser de gros volumes de données et d'aller analyser ce qu'on appelle cette fois-ci les comportements suspects. Le comportement suspect, un exemple toujours fictif, plus ou moins fictif, c'est de se dire, si je prends le compte de l'ensemble des clients, moi, je ne peux pas savoir ce qu'est un comportement suspect. Parce que quand on parle de blanchiment ou de financement du terrorisme, on a tous des idées assez spécifiques, mais on imagine qu'avec le temps, les escrocs ou les terroristes apprennent également. Ils vont pas faire un virement en écrivant « je finance le terrorisme ». Donc, c'est des choses, il faut aussi que nous, on s'adapte. Ce qu'on va appeler le comportement suspect, c'est qu'on va analyser un gros volume de données, et à partir de ce volume de données, l'outil informatique va pouvoir nous dire « voilà ce que moi j'estime qui est étonnant ». Un exemple dont j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'était un outil informatique qui permettait de détecter des comptes clients qui ne mouvementaient pas comme les autres. Très bêtement, c'est tout le monde, vous et moi, j'imagine, on reçoit un salaire en fin de mois, on paye bien sûr nos charges, on paye notre loyer, le compte se vide au fur et à mesure, plus ou moins rapidement, et l'outil informatique avait détecté un certain nombre de clients qui, pour le coup, recevaient un salaire et ne dépensaient rien du tout. Et à partir de là, l'outil informatique s'est dit, c'est étonnant. C'est vraiment ça, c'est étonnant. Ça ne veut pas dire que c'est des fraudeurs, c'est pas parce que j'ai pas utilisé l'argent sur mon compte que je suis un fraudeur, mais par rapport aux millions de clients qui l'utilisent normalement, il faut c'est un outlier. Et à partir de là, on va aller justement demander à l'auditeur d'aller regarder un peu plus et d'aller creuser pour savoir ce qui s'est passé. À la fin, l'auditeur me dira soit c'était vraiment un fraudeur, soit non, voilà ce qui s'est expliqué. Peut-être qu'il a un autre compte bancaire, peut-être que ses parents lui ont laissé un gros héritage et pour l'instant, il est sur l'argent d'héritage, il n'a pas besoin d'utiliser son salaire. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie réelle. Mais c'est des choses qu'on utilise de plus en plus. Et aujourd'hui, de mon expérience, la data et l'intelligence artificielle sont utilisées quasiment à chaque mission. Et on en a besoin pour simplement traiter des gros volumes de données. Surtout quand vous êtes dans un grand groupe bancaire, vous ne pouvez pas vous permettre de reprendre 100 ou 200 dossiers et de passer à côté de tous les autres. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui fait partie du quotidien des auditeurs et qui va l'être de plus en plus. Alors, je me permets de t'interrompre, Charles, dans le domaine des applications pratiques, etc. Puis après, je laisserai la parole à Laurent pour que Laurent puisse nous dire, dans le cadre d'une mission d'audit, quelles sont les différentes étapes où l'IA peut être utilisée de par son expérience. On a une question concrètement, nous demande un des participants, l'IA peut-elle détecter une opération de cavalerie d'un client ? Oui, j'ai envie de dire oui, on peut le détecter. En fait, c'est pas qu'elle va détecter juste une opération de cavalerie. Ce qu'on appelle la cavalerie, pour expliquer, ce serait un client qui est à la fois BNP Paribas et à la fois Société Générale, voire même Crédit Mutuel, et qui s'amuse pour éviter que ce débit se voie, de transférer de l'argent d'un compte à l'autre à chaque fois pour couvrir un peu ses pertes. Ça, de base, le conseiller aurait pu le détecter, mais c'est compliqué quand un conseiller a 300 ou 400 comptes. Au niveau de l'intelligence artificielle, l'IA, ce qui va détecter, c'est que tel client fait plus de virements que d'autres. On va se dire, tiens, on a un client qui dans le mois, j'ai dit n'importe quoi encore une fois, peut-être que vous et moi, si on analyse, on va dire, le comportement normal, un client fait une vingtaine de virements par mois entre les différents prélèvements qu'il a et les virements qu'il peut faire peut-être à ses enfants, à sa femme ou je ne sais pas quoi. Et là, on va se dire, on a un client qui par mois fait 50 virements. À partir de là, l'IA va dire, tiens, on a des clients qui font beaucoup de virements. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ce client fasse autant de virements? Donc ça, on peut le détecter. Maintenant, c'est important, si on voulait détecter vraiment de la cavalerie, il faudrait qu'on ait un schéma spécifique de cavalerie où on pourrait justement entraîner l'intelligence artificielle à détecter cela. Mais sur ce que je vous disais sur le phénomène d'outlier, de base, on pourrait détecter qu'un client fait plus de virements que d'autres.
Donc oui, à terme, c'est des choses qui vont pouvoir être détectées. Ok, super. Donc si dans les participants, il y a quelques fraudeurs, on va leur dire attention, on a les parades. Du coup, je vais donner la parole à Laurent avant qu'on passe à un élément sur lequel il y a pas mal de questions, bien évidemment. C'est les limites de l'IA, les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit la qualité des données, que ce soit les risques même inhérents à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais au préalable, Laurent, est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience sur la manière dont, dans l'audit, tu as mis en œuvre progressivement l'IA dans la démarche de l'audit interne? Ouais, tout à fait. Mais avant de répondre à ta question, si je peux me permettre, Béatrice, je voudrais appuyer sur quelque chose de très important pour moi qu'a dit Charles et qu'on retrouve en fait dans le slide qui est devant nous là tout de suite, c'est de se poser la question, mais en fait, quel est l'enjeu pour l'audit interne ou disons pour les fonctions de contrôle plus généralement. Et très régulièrement, j'ai eu l'occasion d'expliquer que pour moi, l'enjeu, c'est de rester pertinent en fait dans nos contrôles et dans notre couverture de risque. Charles l'a très bien expliqué. On a de plus en plus de données, les volumes croissent, mais pas du tout linéairement. Ils croissent à une vitesse incroyable. On nous dit que plus de 80% de la donnée générée a été créée dans les 2 dernières années et ça continue sur cette progression-là. On crée un nombre de données ces dernières années qui est absolument incroyable. Et donc, en fait, comment rester pertinent dans nos analyses et dans notre couverture de risque si on ne s'équipe pas, si on ne va pas vers des technologies et s'adapter, en fait, vers des capacités qui sont supplémentaires. En faisant un parallèle qui vaut ce qui vaut, c'est exactement ce qui s'était déjà passé avec la digitalisation, l'apparition de la digitalisation et le fait que d'un seul coup, on a remplacé d'autres méthodes par du Excel ou par voilà, des choses qu'on utilise et qu'on connaît absolument tous aujourd'hui et qu'on utilise au quotidien. Voilà, c'est pareil. C'est passer à encore une autre échelle, à encore une autre capacité. Ça refait aussi ça reboucle aussi avec la question sur les emplois. En fait, oui, on va se former, oui, on va apprendre à faire de nouvelles façons, mais tout ça dans le but de pouvoir s'adapter à la réalité du terrain qui fait que se renforcer dans ces volumes. Et donc voilà, l'enjeu, je le répète et j'insiste beaucoup dessus, c'est la pertinence en fait et la cohérence de notre travail. J'en reviens à ta question sur effectivement comment on a pu déployer ça quand j'étais effectivement à la Société Générale, où je pense exactement pareil dans l'ensemble des banques et des fonctions de contrôle actuellement. En fait, on peut réfléchir à l'IA. Charles l'a expliqué sur des fonctionnalités différentes, alors détection de fraude, la BFT, etc. On peut aussi réfléchir à comment appliquer l'IA à différents moments d'une mission, parce que forcément une mission, vous le savez, une mission d'audit ou du moins des fonctions de contrôle, vous le savez, c'est différents moments, c'est différents timings, depuis la définition des objectifs, la définition d'un programme, un périmétrage, en fait, un scoping d'analyse. Et en fait, on voit que déjà à ce moment-là, sur les premières données qu'on va relever, des fois qu'on aura réussi à avoir en amont, et bien déjà à ce moment-là, on peut utiliser l'IA, le machine learning, pour faire de l'aide à la décision, de l'aide au scoping. C'est-à-dire que plutôt que de prendre complètement au hasard ou alors avec des techniques d'échantillonnage ou tout ce qu'on veut sur une base d'expertise, de faire un ciblage de dossiers, d'un certain nombre de dossiers de crédit, par exemple, comme pour reprendre l'exemple de Charles, en fait, là, on va déjà utiliser des algorithmes de machine learning qui vont nous aider à cibler, je sais pas, moi, 10% des dossiers qui semblent les plus différents, dans le mode outlier dont tu as parlé, Charles, ou le plus à risque potentiel, selon de multiples critères, en fait. C'est qu'on va pas regarder qu'une seule colonne, par exemple, sur les encours ou peu importe. On va essayer de regarder ça sur un univers multidomaine et multicritères, multivariés. Et ça va déjà nous permettre d'être beaucoup plus pertinent sur comment je cible le périmètre d'audit. Ensuite, évidemment, on va rentrer dans l'audit lui-même et là, on va retrouver tout ce qu'a pu nous dire Charles sur l'analyse de données, la data science ou non, mais c'est-à-dire d'aller vraiment jusqu'à modéliser des comportements, modéliser des risques et puis voilà, faire des détections qu'on ne serait pas capable de faire autrement, parce que c'est aussi pour ça qu'on utilise l'IA, c'est-à-dire pour faire des détections qu'on ne saurait faire autrement qu'en appliquant ces techniques-là. Et le dernier point sur lequel j'insiste énormément, c'est en toute dernière étape, parce qu'une mission d'audit, ça va jusqu'à l'émission d'un rapport et de ses préconisations. Et bien, ce rapport, il doit pouvoir contenir aujourd'hui, et Charles l'a dit aussi, de la BI, donc le Business Intelligence, des capacités dynamiques de graphiques, ou voilà, d'accompagnement en un visuel, comment j'arrive à trouver l'aiguille dans la meule de foin. Ça, l'IA et en tout cas le modèle de la data analytics étendu, disons, nous aide énormément.
et nous permet même voilà, de cibler un certain nombre de recommandations, et pourquoi pas demain, quand on réfléchit à tout ce qui est IA générative, à nous faire des premières recommandations et à nous laisser toujours, évidemment, auditeurs, la main à la fin pour décider ce qui, oui ou non, doit être pertinent, gardé dans le rapport final, et pourquoi pas réutiliser dans une supervision plus permanente. Ok, bah superbe, parce que du coup on voit effectivement beaucoup d'opportunités arriver potentielles qui ne remplacent pas l'humain, néanmoins pas encore, nous a dit Charles. Donc voyons maintenant comme leur comment ça continue à tourner. Voyons maintenant un petit peu justement les limites. Vous avez, on a parlé donc de l'IA dans l'audit avec tous ces enjeux de confidentialité, etc. L'IA est-ce si bien sécurisée que ça? Quelles sont les compétences nécessaires? A-t-on la qualité des données? Donc, je vais peut-être revenir vers Charles. Oui. Pour te demander quels sont, selon toi, les principaux freins ou les points d'attention, soyons positifs, quels sont les points d'attention à la mise en œuvre et à l'implémentation de l'IA dans l'audit ou les risques, on va dire, au sein des entreprises de manière générale, par rapport à ton expérience? De mon expérience et de façon générale, hein, et d'ailleurs j'ai vu une question qui en parlait dans le chat sur les risques que prennent les banques à utiliser l'intelligence artificielle. Le principal risque avec l'intelligence artificielle, c'est ce que j'expliquais dans l'introduction et sur l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est l'algorithme. L'algorithme, ça a été décidé par quelqu'un. Donc, c'est un être humain, c'est quelqu'un qui, avec ses qualités et ses défauts, j'imagine, qui a décidé de mettre en place une intelligence artificielle. Et là, ce qu'on ne doit pas occulter, c'est le biais. Donc, les biais qui existent dans l'intelligence artificielle. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un exemple hein, qui est utilisé et sur lequel on est très attendu, hein, les banques sont très surveillées, c'est le scoring de crédit. Aujourd'hui, on va demander à l'intelligence artificielle de nous dire est-ce que sur 100 personnes, est-ce que je peux accorder des crédits à ces clients, oui ou non, en fonction de beaucoup de critères. Et sauf que sur ces critères, il faut s'assurer, et c'est important pour les data scientists et tout le monde, dans tout le schéma, tous ceux qui vont se mettre dessus, de s'assurer qu'on n'ait pas introduit un biais. Ça peut être un biais de discrimination, ça peut être un biais, je ne sais pas, raciste, un biais sexiste qui vient faire que j'exclus une partie de la population. Je pourrais dire, bah, tiens, je me rends compte que les hommes remboursent plus que les femmes, donc en programmant mon intelligence artificielle, je risque d'avoir le cas où je n'ai aucune femme, je ne prête à aucune femme. Et là, au bout d'un moment, on va dire pourquoi? Je dirais, bah, c'est l'ordinateur qui m'a dit. Mais si moi, j'ai mal programmé l'ordinateur ou si j'ai fait passer mes biais inconscients dedans, ça peut suivre jusqu'au bout. L'autre point qui est toujours avec les biais, c'est la transparence. La transparence, et j'en parlerai juste après, il y a l'Union européenne, en tout cas les Américains moins, mais l'Union européenne travaille dessus, estime qu'il est nécessaire pour pas que les banques, hein, mais pour tout le monde, d'être transparent sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Dit comme ça a l'air simple, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut qu'on explique comment l'intelligence artificielle fonctionne. Laurent le disait aujourd'hui, c'est des millions, voire des milliards de données. Ça va très, très vite. Et l'ordinateur peut faire des choses que même nous, on ne contrôle pas. C'est comme d'aller demander à ChatGPT, quand vous lui posez, au fondateur de ChatGPT, quand vous posez une question, pourquoi il vous a donné telle réponse et pas celle-là. Je suis certain que beaucoup n'y arrivent pas. Mais pour les banques notamment, sur ce travail-là, notamment en audit, il va falloir qu'on soit capable de pouvoir expliquer à chaque fois comment notre modèle fonctionne. J'ai refusé un crédit ou l'IA m'a demandé de refuser un crédit à tel client. Il va falloir que je justifie pourquoi j'ai décidé de suivre ce choix-là. J'aurais pu dire non, l'intelligence artificielle peut se tromper, mais donc c'est la transparence. Et cette transparence et ces biais, ça a été englobé dans ce qu'on disait au début, dans ce qu'on appelle l'AI Act. Donc l'Union européenne a décidé, ça a été voté la semaine dernière, hein, donc durant les élections européennes, on n'a pas fait attention, mais au niveau européen, on a mis en place un texte qui permet de s'assurer que les entreprises, les banques, les assureurs et toutes les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle puissent catégoriser le risque. Est-ce que c'est un risque important, un risque critique ou pas? Et en fonction du risque qui est utilisé, on a des choses qu'on peut faire ou pas. Il y a les risques les plus importants, les choses qui permettent de jouer avec l'image de quelqu'un, avec la voix de quelqu'un. En Europe, ça va être interdit.
et il y a des risques qui sont jugés comme importants, ça va être le risque de crédit. Je fais un crédit à quelqu'un, j'utilise l'intelligence artificielle, donc il va falloir qu'on réponde à quelques règles et qu'on puisse les justifier auprès des régulateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et auquel il faut qu'on fasse attention. Et l'autre point, mais qui rejoint ce que je disais, c'est l'éthique. De plus en plus, c'est important de montrer qu'on a une intelligence artificielle qui est éthique, qui ne nous amène pas à faire n'importe quoi. Et dans l'audit, c'est des choses qu'on va utiliser, qu'on va essayer également de mettre en avant. C'est pas facile de définir l'éthique, hein. C'est un vaste sujet, on pourrait en faire des conférences et des conférences, mais ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels aujourd'hui tout le monde se jette dans l'intelligence artificielle, tout le monde a envie d'y aller, mais c'est important de se poser la question. C'est pour ça que j'ai tenu à être un peu théorique au départ pour parler de l'histoire de l'intelligence artificielle et expliquer que c'était des mathématiques, parce que très souvent, les gens pensent que c'est ce qu'on appelle l'effet ELISA, qu'il y a une personne derrière et que l'ordinateur réfléchit par lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les prochaines années, peut être assez dérangeant, parce que si on oublie qu'on parle à un outil informatique, les gens vont prendre pour argent comptant tout ce que leur dit l'intelligence artificielle. Quelqu'un me posait la question, si je termine sur ça après, sur la cavalerie, est-ce que l'IA peut détecter un client qui fait une cavalerie? Moi, ma réponse de base, c'est de dire non, il ne faut pas que ce soit l'intelligence artificielle qui vienne me dire tel client fait de la cavalerie. Parce que ça voudrait dire que si l'intelligence artificielle s'est trompée, j'accuse un client, je ferme son compte, je le déclare à Tracfin, parce qu'un ordinateur me l'a dit. L'IA, lui, devrait me servir à me dire, regarde ce client, son compte est étonnant, et à partir de là, moi j'aimerais qu'un auditeur humain, bien sûr, prenne le pli, aille regarder le compte du client, aille l'observer et vienne me dire, bah oui, par rapport à ce que j'ai vu, c'est clair qu'il fait de la cavalerie. Mais si je me base sur l'intelligence artificielle, il y a des risques et je pense qu'ici, personne n'aurait envie que la banque nous ferme tous nos comptes, juste parce qu'un ordinateur a décidé qu'on faisait de la cavalerie, alors que peut-être que c'est faux. Peut-être que j'ai fait 30 virements ce mois-ci parce que j'organise un voyage avec des amis et j'envoie beaucoup de virements. Donc, si on ferme mon compte pour ça, je ne suis pas content. Donc, il faut quand même ne pas oublier l'aspect humain plutôt que de faire confiance aveuglément, bien sûr, à une intelligence artificielle. Donc, voilà. Il laissera un petit espoir aux clients qui veulent un prêt à la BNP et qui n'est donc pas CDI. Du coup, merci Charles. C'est effectivement très clair, ces enjeux de biais, ces enjeux éthiques, ces enjeux en fait d'explicabilité de nos résultats, déjà en amont de savoir qu'est-ce qu'il faut demander, c'est ce que nous disait fort justement Laurent, et puis toutes les limites aussi liées à la qualité des données, et puis également in fine quand même aux compétences, puisque demain, on devra sûrement former les auditeurs un petit peu différemment, puisque il va falloir les aider à raisonner dans une approche par les risques. Du coup, je me tourne vers Laurent sur un autre angle, qui est du coup concrètement pour implanter justement l'IA dans une entreprise ou dans un établissement financier, mais c'est à peu près les mêmes problématiques. Quels seraient de ton retour d'expérience les éléments essentiels à une implémentation pertinente quelque part de l'intelligence artificielle? Alors, on avait une question également sur les providers. Quels sont les conseils éventuellement en termes de providers? Donc là, on rentre dans des enjeux plus spécifiques, ou c'est peut-être bien d'en débattre éventuellement avec les Laurent ou Charles, on va dire en off, là, pour pas rentrer sur des choix de providers ou autres. Mais Laurent, est-ce que je peux te donner ton retour d'expérience sur ce qui te semble être quelque part des bonnes pratiques dans l'implémentation? Tout à fait. Alors, j'ai essayé de synthétiser dans ce slide quelques années effectivement de retour d'expérience sur le lancement de ce genre d'équipe et de ce genre d'activité. J'en suis arrivé à ces 3 concepts clés avec un peu ce qu'ils entourent. On en a déjà cité un certain nombre. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'en fait, il y a pas mal de logique derrière. On se doute évidemment que pour arriver à avoir des compétences d'analyse de données, il faut des gens, il faut des data scientists, il faut des data analystes, et donc il faut s'organiser. Pour faire ça, il faut sélectionner des profils, il faut former des gens, parce que ce n'est pas que des jeunes formés à l'IA qui doivent faire, il y a des métiers qui vont se transformer, et donc du coup la formation continue notamment est extrêmement important. Alors, décider les choses sur une orientation donne aux équipes, est-ce qu'on les organise d'une certaine façon, comment
on les place par rapport au métier, par rapport aux sachants, sur les auditeurs classiques. Et puis, le dernier point sur l'organisation, ce sont les synergies. Il est très rare aujourd'hui que dans nos entreprises, il n'y ait aucun service qui se soit déjà lancé sur l'IA. Si jamais vous vous lancez sur le sujet, c'est intéressant de se rapprocher de ces gens-là, de ne pas réinventer la roue et faire je ne sais pas combien de data labs similaires et indépendants au sein des mêmes entreprises. Deuxième point à avoir en tête qui est important, c'est les outils. Et on a parlé un petit peu, c'est la question sur les providers. En fait, c'est comment on sélectionne les outils, parce qu'effectivement, l'offre est pléthorique, elle ne fait que se renforcer. Mais il y a plein de questions à se poser derrière. Sur la façon de le sélectionner, j'ai pas de réponse toute faite. Il faut tester, il faut voir s'il y a encore une fois des synergies. Il y a peut-être des choses qui ont déjà été achetées. Il faut voir quels sont les axes de liberté. C'est le premier point que je mettais dessus. Les axes de liberté, c'est important parce que un data scientist, si on le met dans un monde où il n'a pas le choix de l'écosystème dans lequel il peut travailler, avec les outils sur lesquels il peut travailler, ben, il peut vite être moins efficace que s'il était tout à fait libre. Mais il y a des sujets de sécurité autour de ça. Sur comment il va pouvoir utiliser, comment il va pouvoir accéder à la donnée. Bref, autour des outils et de l'outillage et de la capacité à accéder à la donnée et à s'en servir, il y a évidemment pas mal de choses à avoir en tête. Et le dernier point, alors là, c'est un peu un fourre-tout, j'ai mis point clé, mais on en a déjà cité, il y avait une très juste question dessus sur, oui, bien sûr que pour faire tout ça, il faut pouvoir avoir accès à la donnée et il faut avoir une donnée de bonne qualité. La question était, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques alors, je vous assure que si j'avais la réponse à cette question, j'en serais extrêmement ravi. Je crois que c'est le même problème pour tout le monde. Il y a peut-être une bonne pratique que je répète depuis des années, mais sur laquelle j'ai très honnêtement jamais vraiment vu de résultats probants. Et pour moi, l'audit, et en tout cas les fonctions de contrôle, ont un outil qui est fantastique normalement pour ça. C'est la recommandation. Vous faites un audit, vous n'avez pas eu la donnée qui va bien ou elle était de mauvaise qualité, vous recommandez qu'elle soit améliorée. Normalement, la prochaine fois, ça va mieux. Bon, si c'était si simple, ça se saurait. Néanmoins, voilà, peut-être une bonne pratique serait de se servir des outils qu'on a pour essayer d'aller améliorer les choses. Et évidemment, les 3 points, alors je vais aller très très vite sur l'éthique parce que Charles en a parlé très justement. Les 2 autres points sont pour moi primordiaux. La conduite du changement, on le voit par les questions qui sont posées. On a évidemment une crainte que les emplois soient remplacés. On a une crainte de devoir d'être dépassé, en fait, de devoir s'adapter encore une fois à de nouvelles technologies. On a l'impression que c'est compliqué. Donc voilà, la conduite du changement, ce sera toujours au cœur de toutes ces transformations. Donc un point très important. Et l'importance de la pédagogie et de l'explicabilité. On fait des choses, on a l'impression que c'est des boîtes noires. Souvent, quand on parle d'IA, on entend parler de boîtes noires. C'est compliqué, il faut pouvoir l'expliquer, et d'autant plus quand il faut pouvoir faire adhérer aux résultats de ces technologies-là et de ces techniques. Donc voilà, des points vraiment importants, et évidemment, on se doute bien que si tout ça, il faut le faire tout en même temps et arriver en plein centre du diagramme, parce que si on oublie quelque chose, on peut avoir une superbe organisation, des outils, des data scientists, c'est génial, mais en fait, on n'a pas accès à la donnée, on est un petit peu bloqué. Merci beaucoup, Laurent. Oui, pardon, Charles. Je peux me permettre, parce que je voyais la question en même temps, mais Laurent en parlait, c'est quelqu'un qui demandait si on pouvait développer le lien éthique dans l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, Laurent, si tu veux en parler, mais pour moi aussi, le lien éthique, c'est vraiment de se poser systématiquement la question, pourquoi l'intelligence artificielle me donne ce résultat? Est-ce que c'est normal? Est-ce que, je reprends mon exemple très fictif sur les crédits, c'est de se dire, pourquoi l'intelligence artificielle me dit de refuser ce crédit à ce client? Si c'était un collaborateur, moi j'ai été directeur d'agence, donc j'ai eu à valider ou refuser des crédits de par moi-même, mais si un collaborateur me dit je veux refuser ce crédit, la première chose que je fais, c'est lui dire pourquoi. S'il me répond parce que j'aime pas la tête du client, je pense que je serais pas content, parce que je me dirais c'est pas une raison suffisante. On est là il faut des critères qui soient fiables. Donc c'est la même chose pour l'intelligence artificielle, c'est ok, tu veux que je refuse ce crédit, pourquoi? Donne-moi des arguments assez cohérents. Si ça pourrait être n'importe quoi. L'intelligence artificielle peut parfois être bridée ou parfois se tromper. Elle pourrait dire, voilà, parce que, je sais pas, son nom est trop long, ça rentre pas dans mes critères, je l'enlève. On sait pas, j'en sais rien, mais c'est important systématiquement de se poser la question et d'essayer de remonter à la source. Ça demande du travail, c'est pas aussi simple que de prendre tout pour argent comptant, comme parfois les étudiants le font en simulant quelque chose sur ChatGPT, on imprime, on donne tout. Moi, je leur dis, mais le problème, c'est pas d'utiliser ChatGPT. Le problème, c'est de ne pas avoir challengé assez ChatGPT pour pouvoir dire pourquoi tu m'as donné telle ou telle réponse. Mais une fois qu'on le fera, ça sera super. Voilà, c'est très rapide. C'était juste une petite introduction assez rapide.
C'est tout à fait juste, c'est tout l'enjeu en fait de la responsabilité sur l'explicabilité des résultats et d'assumer effectivement les choix, de savoir les expliquer, de savoir les tracer, de savoir les documenter et surtout, et c'est toute la difficulté de l'apprentissage de l'humain par rapport à l'apprentissage machine, c'est d'arriver à suivre in fine le raisonnement de la machine pour pouvoir accompagner et savoir expliquer in fine le résultat issu de la machine. Merci beaucoup Charles, c'était de ce point complémentaire qui répond effectivement à une des questions. Comme je vois là encore l'heure qui tourne et comme l'IA, il y a des limites, je vais me permettre quand même de passer sur notre dernière thématique, même si on l'aborde un petit peu rapidement, parce que même si on va être dans un autre univers et on s'appuie néanmoins sur des nouvelles technologies, il est quand même intéressant en 2 mots de laisser Laurent nous présenter les enjeux de la blockchain dans le cadre d'un outil de contrôle quelque part de différents processus. Donc Laurent, tu as très exactement, allez, je vais te donner un petit bonus de 2 minutes, tu as très exactement 5 minutes pour nous présenter ces enjeux de blockchain par rapport à la maîtrise des risques. Merci beaucoup. Donc du coup, je vais essayer d'être extrêmement efficace et de faire l'explication de la blockchain la plus courte que j'ai jamais faite. On va faire très très simple. La blockchain, évidemment, on s'imagine quelque chose de très compliqué. Imaginons quelque chose d'extrêmement simple. Imaginons un registre. C'est vraiment ça le cœur de la blockchain, le registre distribué, ce qu'on appelle le Distributed Ledger Technology. Imaginons un livre de compte qui va être séparé, qui va être distribué entre plein de personnes et qui sera synchronisé. Et bien, ce registre-là, ça va être, je sais pas, une table, peu importe, hein, vraiment un registre qu'on va mettre sur différents serveurs, différents nœuds informatiques, et on va s'assurer de les mettre en réseau, ces nœuds-là, ce qu'on va appeler un réseau peer-to-peer, c'est-à-dire que chaque nœud peut discuter avec un autre. Et le point essentiel de tout ça, ça va être qu'on va être capable de synchroniser tous ces nœuds à un moment donné par un mécanisme qu'on appelle le consensus, pour que, à un moment, on décide lequel de ces nœuds ajoute l'information dans le registre et synchronise tous les registres. Et ben la blockchain, c'est pas plus compliqué que ça. C'est tout ce réseau avec ces registres distribués qui sont répliqués absolument partout. Ce mécanisme de consensus qui permet à un moment de dire tu es le nœud sélectionné et c'est toi qui as le droit de valider et d'ajouter le dernier bloc qui représente cette chaîne de blocs, donc la blockchain. C'est intéressant, pourquoi? Il y a 4 propriétés fondamentales qui sont vraiment importantes. Il y en a 2 qui sont pas forcément les plus essentielles pour nous ce soir, je vais passer rapidement dessus, que sont la programmabilité, effectivement on peut coder des choses sur la blockchain, et la décentralisation, ça c'est important, mais je pense que vous avez compris, tout est distribué. Ensuite, d'un point de vue du contrôle, évidemment, il y a 2 choses qui sont super importantes et qui nous intéressent beaucoup. Il y a la notion de transparence, ça veut dire que du coup on est sur une infrastructure essentiellement publique, et tout le monde peut tout voir dans ces registres-là. Alors on n'est pas obligé de tout mettre, mais tout ce qu'on met va être visible. Et surtout, au-delà de cette transparence, il y a la notion d'immuabilité. Ça veut dire qu'à partir du moment où ça a été mis dessus, on ne pourra plus jamais y revenir et retoucher. Donc, à partir du moment où je mets une information, même si elle n'est pas en clair, on n'est pas obligé de mettre toutes les informations en clair, c'est un amalgame qui est souvent fait avec la blockchain, je ne mets pas tout en clair, mais je peux montrer qu'à un instant donné, voilà l'état dans lequel était mon registre, et je pourrais toujours recalculer et montrer que ce que j'avais mis dans le registre à ce moment-là était juste. Et ça permet d'avoir une traçabilité complète, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans un contexte de contrôle, c'est-à-dire que plus on aura de choses, plus on aura d'informations qui se mettront dans la blockchain, plus le travail des contrôleurs pourra se simplifier, s'automatiser, et surtout devenir de plus en plus constant, de plus en plus consistant. L'heure tourne, pourquoi on peut l'utiliser? À peu près pour les mêmes choses que ce qu'on a dit sur l'IA, de la lutte contre la fraude, de la lutte contre la contrefaçon, parce qu'à partir du moment où j'ai de la traçabilité immuable, d'un seul coup, je peux me dire, le producteur de ma paire de baskets, s'il vient de dire c'est bien moi qui l'ai fait, l'utilisateur, l'acheteur final peut aller vérifier, à travers des plateformes bien sûr, mais peut aller toujours vérifier. De la gestion d'identité décentralisée, des gestions de diplômes, etc., du vote électronique, très intéressant, on verra quand ça apparaîtra en réalité, et puis du suivi de supply chain. Je n'ai pas pu résister à vous parler un peu de supply chain, parce que évidemment, c'est mon domaine actuel dans l'aéro, mais ce serait vrai dans autre chose. Là, je vous ai mis un petit exemple avec une industrie agroalimentaire, où on voit en fait, en 2 mots, qu'à tout instant d'une chaîne, depuis la production d'une graine jusqu'à la consommation, en fait, chaque étape peut être tracée dans ce registre.
Et à partir du moment où tout ça est tracé dans une blockchain, on a la piste d'audit, elle représente la piste d'audit, et donc l'auditeur, le contrôleur, peut avoir accès à cette information et s'assurer qu'à tout moment, on a l'information et qu'on est en conformité. J'ai remis quelques informations sur à quel moment c'est vraiment intéressant. Évidemment, dans la gestion de fournisseurs, on a une transparence complète, la traçabilité de ces transactions. On a moins de fraude parce que du coup, elles sont détectées très tôt parce que tout est dans la blockchain. Je passe très vite sur les smart contracts parce que ça veut dire qu'on peut faire un certain nombre d'auto-exécutions, on peut programmer des choses. Je vous ai parlé de programmabilité. Évidemment, l'enjeu de traçabilité parce qu'on suit tout ce qui se passe de bout en bout. Et puis, on a confiance dans le registre parce qu'il est distribué envers tout le monde et donc tout le monde peut vérifier s'il se passe des choses. Et je vais passer là complètement sur le dernier point qui est une nouvelle tendance qui est au-delà du monde des crypto-assets, qui est souvent quelque chose qui revient dans la blockchain. Quand on dit blockchain, beaucoup de gens pensent Bitcoin ou pensent crypto-assets, qui est une tendance de marché, c'est tout à fait normal. Mais la blockchain, c'est plus que ça, c'est une infrastructure informatique sur laquelle on peut s'appuyer à des fins de traçabilité totale. Et dans ce sens-là, c'est vraiment très intéressant parce que de nombreuses choses vont apparaître dans les années à venir. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début, ça reboucle avec mon introduction, sur la maturité sur la blockchain. On a encore plein de choses à faire, même si ça existe depuis plusieurs années. On va avoir apparaître de plus en plus de choses qui sont en dehors du monde purement bancaire, au sens asset, actif bancaire. Et ce sera très intéressant pour les métiers du contrôle et du risque, parce que ça permettra d'aller plus complètement sur cette couverture de risque. Je ne peux pas faire plus court. J'espère que... Non, tu as fait super rapide. Alors, il y a une remarque pertinente, néanmoins, d'un des participants qui dit mais c'est bien de développer tous ces registres basés sur des serveurs, etc. Mais quelque part, où va la planète, voilà, par cet enjeu-là. Et puis, on retrouve un peu un des enjeux de l'IA aussi, c'est les enjeux à force de mettre des données un petit peu partout, de sécurisation, en fait, de ces données. On peut retrouver la même logique avec l'IA, puisque des rapports récents ont montré que il y avait quand même un certain nombre de failles de sécurité dans ces dispositifs. Est-ce que la blockchain, en termes de sécurisation des données, a une parade, un plus Ouais, c'est un vaste sujet, encore une fois assez rapidement là-dessus. Alors les sous-jacents de la blockchain, par essence, sont essentiellement cryptographiques. Et donc effectivement, par définition, il y a énormément de mécanismes en œuvre pour sécuriser l'ensemble du chaînage et de la façon dont c'est opéré. Et en ce sens-là, c'est quand même extrêmement sécurisé. Et paradoxalement, le fait de multiplier les endroits et de décentraliser complètement enlève tous les risques liés à la centralisation. C'est-à-dire que je ne peux pas attaquer un seul endroit et faire disparaître la donnée ou rendre caduque l'ensemble du réseau, parce que à partir du moment où il a une certaine taille et que tout ce petit monde-là est en réseau point à point, donc tout le monde peut discuter avec tout le monde, je fais tomber 1, 2, 3 nœuds, aucun problème à partir du moment où j'ai le nombre de nœuds qui va bien. Et donc dans ce sens-là, il y a un certain nombre de risques qui sont diminués. Et pour cela, je pense que c'est vraiment intéressant comme technologie. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on arrive maintenant à la fin de cette heure. Voilà, ça nécessiterait encore beaucoup d'heures, bien évidemment, de développement, et puis surtout, on va avoir beaucoup d'années pour pouvoir l'apprécier. On voit bien que cette transformation, quelque part, est inévitable, hein, qu'on le veuille ou non. Il y a toutes ces nouvelles technologies qui sont là, qui sont très tentantes pour la maîtrise des risques, bien évidemment, parce qu'on va beaucoup plus vite, on dresse, c'est ce que nous a dit Charles, un nombre de données incalculable, avec des analyses, comme disait Laurent, qu'on ne serait pas capable de faire à aujourd'hui, et qui, comme toute innovation, bien évidemment, comporte sa part de risque. Il y a aussi un enjeu, bien évidemment, de culture, de compétences. Il y a aussi un enjeu financier, hein, très clairement. Hein. Voilà, ça coûte quand même un peu cher, tout ça, même si c'est sûrement pas le salaire de Charles ou de Laurent qui pèse dans la balance, mais c'est tout ce que ça embarque, bien évidemment, derrière. Et donc, in fine, c'est des objets d'audit pour lesquels il faudra réfléchir à des nouveaux plans de contrôle. Les auditeurs, bien évidemment, qui seront demandés demain, seront sûrement, d'une part, les auditeurs capables d'expliquer leurs résultats, mais également, surtout, les auditeurs qui seront capables d'auditer la qualité des dispositifs. Et là, ça sera ma dernière question, et après on clôturera cette conférence, pour Laurent et pour Charles. Quels vous semblent, du coup, selon vous, les principaux enjeux d'un plan de contrôle d'un auditeur qui irait auditer
la fiabilité du process IA lui-même? Si tu veux y aller, Laurent. Comme tu veux. En 3 minutes chrono. Bah, 3 minutes. Les enjeux principaux pour celui qui irait auditer de l'IA? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut auditer aussi le process lui-même, quelque part, indépendamment de l'utilisation qu'on peut avoir de l'IA pour améliorer les démarches d'audit ou de gestion des risques. Mais là-dessus, Charles a été, pour moi, vraiment très clair sur, derrière, c'est des mathématiques. Et en fait, donc derrière tout ça, c'est des modèles. C'est des modèles au même sens qu'on audite déjà des modèles financiers depuis des années et on les audite très bien. Et des modèles parfois encore plus bien compliqués que les modèles d'IA peuvent l'être. En ce sens, c'est juste un nouveau périmètre, un nouveau domaine sur lequel se former, sur lequel aller se préparer à auditer, avec des enjeux qui sont différents, avec effectivement des technologies et des sous-jacents technologiques qui sont différents. Mais c'est qu'un nouveau domaine sur lequel, il y a des choses à faire. Mais c'est pour moi rien que des modèles mathématiques, des nouveaux modèles mathématiques sur lesquels se concentrer et auditer. Donc l'enjeu, c'est de s'adapter, de se former. Et puis de trouver les failles pour rendre tout ça encore moins risqué en fait que ce que ça pourrait l'être aujourd'hui. Ok, donc un nouveau champ de compétences. Charles, tu souhaitais ajouter un élément? Mais je suis complètement d'accord avec ça, et juste pour dire l'avantage de la banque ou des assurances en France, et avec l'AI Act aussi, c'est que les personnes qui créent ces modèles n'ont rien à cacher. Globalement, la transparence est de mise, parce qu'en plus, déjà, nous, sur l'audit interne, on doit le vérifier. Donc, les gens ne vont pas nous dire non, je ne vous montre pas mon algorithme, c'est que pour moi. Ce qu'on a aujourd'hui, si je prends l'exemple de TikTok ou de Twitter, si vous demandez à Elon Musk de vous donner l'algorithme de Twitter, ou de X, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il vous ouvre les portes en disant regardez comment ça fonctionne. Dans la banque, en arrivant quelque part, on dira quel est le modèle qui a été utilisé, et là, bien sûr, les personnes qui sont dessus ouvriront le modèle, qu'on puisse vraiment le challenger, parce que l'objectif pour la banque et pour tout le monde, c'est aussi de respecter les règles qui ont été édictées. C'est pas de faire n'importe quoi, c'est pas d'aller faire 200 crédits juste pour effacer tous nos concurrents. On a quand même cette déontologie qui existe bien avant l'intelligence artificielle et qui sera maintenue dans les années à venir. Très bien. Alors, maintenant, je crois qu'on est aussi sur Tenten. Il y a TikTok, Tenten, etc. Oui, c'est ça. Ça va trop vite. Voilà, regarde ton téléphone. Je suis en train de te mettre un message par Tenten. Voilà. Donc, on va arriver au bout de cette session. Un grand merci à vous tous pour votre participation. Alors, on a une dernière question. Charles et Laurent, vous voyez d'un des participants sur les modèles. Et la manière de les auditer. Soit vous avez un point rapide à ajouter par rapport à cette question, soit on va clôturer cette session. Pas de point supplémentaire, je dirais la même chose. Est-ce qu'on a la possibilité de les auditer véritablement? Oui. Un modèle de machine learning est un modèle mathématique, statistique, sur lequel, oui, on a des moyens de les auditer véritablement. Est-ce que c'est simple? Pas forcément. Est-ce que c'est le cas pour tous quand on va dans du deep learning, etc.? C'est plus compliqué. Mais néanmoins, est-ce qu'on a des techniques? Oui, on en a. Mais il y a des auditeurs spécialisés justement dans l'audit IT qui sont là pour ça. Moi, j'ai pas cette compétence aujourd'hui, je pense, d'aller auditer un modèle algorithmique, mais des auditeurs très mathématiciens et très informaticiens sont formés uniquement pour ça. Donc, rassurez-vous, et je pense que la Banque de France et la Banque centrale européenne ont également des auditeurs spécialisés dans ces domaines-là. Voilà, c'est pas à la portée de tous. On n'audite pas l'IT du jour au lendemain comme ça, mais c'est une compétence très spécialisée et très recherchée. Voilà. Très bien. Et ben en tout cas, un grand merci à vous deux pour la qualité de votre intervention, pour la clarté de vos propos sur un sujet qui ne l'est pas forcément, et pour vous avoir vu construire le programme. Je peux garantir en toute transparence et éthique qu'il n'a absolument pas été fait par ChatGPT. Il est exclusivement, bien évidemment, issu de votre retour d'expérience. Donc un grand merci à vous tous, un grand merci aussi aux participants. Merci pour tous ceux qui ont posé des questions et à la qualité des réponses. On vous dit donc à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles webconférences sans doute, et puis d'éventuelles formations qui viendraient compléter ce petit teasing qui a été fait par Charles et Laurent. Très bonne soirée à vous tous et à très bientôt.
Merci, merci, au revoir. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On est sur les réseaux. Voilà.